Référentiel de psychiatrie et addictologie, item 01, la relation médecin-malade. Donc la relation médecin-malade. Grand 1, la relation médecin-malade. Grand 2, la position du médecin. Grand 3, la position du patient. Et grand 4, application. Objectif pédagogique. La relation médecin-malade dans le cadre du colloque singulier ou au sein d'une équipe, le cas échéant pluriprofessionnel. La communication avec le patient et son entourage. L'annonce d'une maladie grave ou létale ou d'un dommage associé aux soins. La formation du patient. La personnalisation de la prise en charge médicale. Expliquer les bases de la communication avec le malade, son entourage et la communication interprofessionnelle. Établir avec le patient une relation empathique dans le respect de sa personnalité, de ses attentes et de ses besoins. Connaître les fondements psychopathologiques de la psychologie médicale. Se comporter de façon appropriée lors de l'annonce d'un diagnostic de maladie grave, de l'incertitude sur l'efficacité d'un traitement, de l'échec d'un projet thérapeutique, d'un handicap, d'un décès ou d'un événement indésirable associé aux soins. Et enfin, favoriser l'évaluation des compétences du patient et envisager, en fonction des potentialités et des contraintes propres à chaque patient, les actions à proposer, à lui ou à son entourage. 2 points, éducation thérapeutique programmée ou non, action d'accompagnement, plan personnalisé de soins. Les points clés. Les 4 types de relations médecin-malade sont la relation actif-passif, la relation consensuelle, la relation coopérative, la relation participative. La relation participative implique du médecin de connaître 2 points, certaines techniques d'entretien et certains concepts développés par la psychologie de la santé. Les processus de transaction sont les efforts cognitifs, émotionnels et comportementaux déployés par un individu pour s'ajuster aux situations de stress comme l'est la maladie. Donc les processus de transaction sont les efforts cognitifs, émotionnels et comportementaux déployés par un individu pour s'ajuster aux situations de stress comme l'est la maladie. Il détermine les stratégies d'ajustement que le patient peut mettre en place pour s'adapter à la maladie. Grand 1, la relation médecin-malade. La relation médecin-malade est une relation interpersonnelle, impliquant plusieurs personnes, entre parenthèses, médecin, soignant, patient, famille, aidant, fermez la parenthèse, qui passe par la maladie, qui s'exerce dans un cadre socio-culturel inégal, donc la relation est inégale, faite d'attente et d'espérance. Donc la relation médecin-malade est une relation interpersonnelle qui implique plusieurs personnes, les médecins, les soignants, les patients, les familles, les aidants, et qui passe par la maladie, qui s'exerce dans un cadre socio-culturel, qui est une relation inégale et qui est une relation faite d'attente et d'espérance. C'est une relation inégale du côté du patient car sa demande le rend tributaire du médecin, mais aussi du fait de sa souffrance, sa peur, ses incertitudes qui le handicapent et le rendent vulnérable. Le patient est souvent passif, entre parenthèses, surtout lors des phases aiguës, étant souvent à rechercher la protection des soignants. C'est une relation également déséquilibrée du côté du médecin, du fait de son savoir supposé et de son pouvoir supposé. Le médecin est alors en position de domination potentielle. L'augmentation de la fréquence des maladies chroniques au XXe siècle a conduit à envisager de nouveaux types de relations médecin-malade. Le type de relation appelé actif-passif ou paternaliste, parfois adapté aux maladies aiguës graves, a évolué vers une relation appelée participative,
plus adaptée aux maladies chroniques, en passant par une relation consensuelle et coopérative. La relation actif-passif n'implique du patient aucune activité. C'est le médecin qui fait son acte thérapeutique. L'exemple paradigmatique est l'acte chirurgical. La relation consensuelle suppose du patient une acceptation des soins et une coopération. Cependant, dans cette relation, le patient est déjà convaincu de la nécessité de la prise en charge médicale. C'est, par exemple, le cas des fractures et de la nécessité de la pose d'un plâtre. La relation coopérative implique du patient, comme dans la relation précédente, une acceptation et une coopération au geste médical, mais il doit être convaincu. Le médecin doit faire l'effort d'expliquer et de convaincre le patient de la nécessité de sa coopération. C'est par exemple le cas d'un examen gynécologique ou d'un soin dentaire. Enfin, la relation participative positionne le patient comme l'acteur privilégié de la rémission et ou de la guérison, qui doit alors changer son style de vie et ses habitudes. Donc enfin, la relation participative positionne le patient comme l'acteur privilégié de la rémission et ou de la guérison, qui doit alors changer son style de vie et ses habitudes. La relation de type participative nécessite un savoir et une compétence spécifique de la part du médecin. Son savoir sémiologique, nosographique et thérapeutique ne suffit pas. Le médecin doit certes apporter des informations scientifiques, mais aussi un soutien moral au patient et doit tenir compte également des représentations et des actions du patient concernant sa santé et la maladie, afin de mettre en place progressivement un compromis réciproque, responsable et acceptable par le patient comme par le médecin pour la prise en charge de sa maladie chronique. Cette relation permet un processus appelé engagement, où le médecin assure, par son intérêt, ses attitudes et ses questions, le développement progressif d'un sentiment de confiance permettant au patient de se sentir plus libre de confier ses problèmes. Ce processus d'engagement conduit à ce qui est traditionnellement appelé une alliance, qui permet une collaboration active, le patient et le soignant travaillant ensemble, fondée sur une appréciation partagée des problèmes et un accord sur les solutions possibles. Donc une collaboration active, le patient et le soignant travaillant ensemble, fondée sur une appréciation partagée des problèmes et un accord sur les solutions possibles. Certaines théories psychologiques de la deuxième partie du XXe siècle permettent d'apporter le savoir et des techniques supplémentaires que doit posséder un médecin pour aborder le patient et les maladies chroniques. En particulier, le médecin doit connaître 2 points. Certaines techniques d'entretien permettant de créer un processus d'engagement aboutissant à une alliance. Et certains concepts développés par la psychologie de la santé. Entre parenthèses, qui est l'ensemble des savoirs fondamentaux de la psychologie appliqués à la compréhension de la santé et de la maladie. Donc, et certains concepts développés par la psychologie de la santé. Et ces concepts développés par la psychologie de la santé, ce sont l'ensemble des savoirs fondamentaux de la psychologie appliqués à la compréhension de la santé et de la maladie. Ce sera l'item 58. Ces savoirs et techniques permettent de proposer aux médecins des compétences l'aidant à optimiser la prévention, la promotion des comportements de santé et la prise en charge des personnes malades, tout en limitant les contre-attitudes. La relation médecin-malade se situant entre 2 pôles, médecin versus malade, le chapitre abordera successivement 2 points, la position du médecin, puis la position du malade, pour ensuite voir les possibilités de mise en place d'une relation efficace, dans le cadre de l'annonce d'une maladie grave et dans le cadre de la prise en charge d'une maladie chronique. Alors, les différents types de relations médecin-malade. Alors, colonne de gauche, le patient, le médecin. Colonne du haut, activité-passivité.
consensuel, coopératif, participatif. Alors, le patient, dans l'activité passivité, il est passif. Au niveau consensuel, il y a une demande d'aide de la part du patient qui est déjà convaincu. Sur le plan coopératif, il y a accord du patient qui est à convaincre. Et sur le plan participatif, le patient doit changer ses habitudes. Du côté du médecin, activité-passivité, il est actif. Du côté consensuel, il est actif avec l'aide du patient. Sur le plan coopératif, le patient suit le médecin. Et sur le plan participatif, il y a un compromis réciproque et responsable à trouver. Grand 2, la position du médecin. 2.1, les représentations du savoir médical. Les études de médecine conduisent à la construction d'une théorie savante des maladies. Le médecin acquiert un savoir, 2 points, sémiologique, nosographique et thérapeutique. Dans les buts, 2 points, d'identifier des maladies et de mettre en place des stratégies thérapeutiques pour modifier le pronostic de la maladie. La définition de la maladie par l'Académie française de médecine est une entité clinique qui est parfaitement définie par son étiologie et sa physiopathologie, ainsi que par sa présentation symptomatique et clinique, ou par une combinaison bien identifiée de signes cliniques. Une maladie est un ensemble de symptômes et de signes cliniques dus à une pathologie organique, psychiatrique ou non psychiatrique, sous-jacente. Cette théorie savante correspond au savoir biomédical. Elle ne représente cependant qu'incomplètement ce que les patients vivent, pensent et ressentent quand ils ont une maladie. Le savoir médical se confronte donc à une théorie profane des maladies et de la santé qui influence le comportement des patients, ses actions possibles et leurs relations avec les médecins. Le médecin doit donc tenir compte à la fois 2 points de ses propres représentations concernant la maladie, c'est-à-dire sa théorie savante, et des représentations et valeurs du patient, entre parenthèses sa théorie profane, au cours des entretiens, mais également celle de l'entourage familial, entre parenthèses, entretien réalisé avec le patient en présence de cet entourage. Des techniques spécifiques permettent alors de mener l'entretien efficacement. 2.2 Les techniques d'entretien. Le consentement du patient au cours d'un entretien est essentiel à obtenir. Le consentement du patient au cours d'un entretien est essentiel à obtenir. Mais un processus d'engagement avec le patient est également nécessaire. Celui-ci conduit à une alliance thérapeutique. 2.2.1 Valider les émotions et représentations. 2. Le processus d'empathie. Valider les émotions et représentations du patient est capital. L'annonce d'un diagnostic ou de la nécessité d'un traitement pouvant être vécu comme une situation de stress et avoir un très fort impact émotionnel. Donc valider les émotions et représentations du patient est capital. L'annonce d'un diagnostic ou de la nécessité d'un traitement pouvant être vécu comme une situation de stress et avoir un très fort impact émotionnel. Donc c'est l'annonce d'un diagnostic ou de la nécessité d'un traitement qui peut être vécu dans le stress et qui peut avoir un fort impact émotionnel. En pratique, valider les émotions et les représentations du patient passe par la reformulation, entre parenthèses, qui renvoie en miroir au patient ses propres émotions et ses propres représentations et lui signifie qu'il a été entendu et qu'il n'est pas seul. Elle implique du médecin de l'empathie, voire infra-encadré processus d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre autrui et de lui faire comprendre qu'on l'a compris. Elle se différencie de la sympathie, qui est la capacité de ressentir la même chose qu'autrui. La plupart des patients
ne souhaite pas qu'un soignant ressente la même chose qu'eux, mais tente de comprendre ce qu'ils ressentent. Il faut noter que le patient n'attend pas simplement d'être compris et de pouvoir raconter son problème de santé. Il attend généralement aussi d'un médecin compétent dans son domaine, qu'il lui propose des solutions à son problème de santé. Cependant, ces solutions devront être adaptées aux représentations du patient. 2.2.2 Dépister la résistance. 2. Induire un sentiment de sécurité. Un élément important auquel le médecin doit rester attentif est l'apparition d'une résistance qui peut naître au sein de la relation médecin-malade. Lorsque le médecin veut amener le patient à changer quelque chose dans son style de vie, son alimentation, sa consommation de tabac, son activité physique, la prise d'un médicament, etc., alors que le patient ne le considère pas encore comme nécessaire, la divergence des représentations et des valeurs, en lien avec la confrontation des théories savantes et profanes de la maladie et de la santé, peut potentiellement aboutir à un échec thérapeutique. Le patient n'appliquera pas les recommandations du médecin et éventuellement ne viendra plus le consulter car il ne se sera pas senti compris. La résistance n'est pas un signe de mauvaise volonté du patient, mais une réaction naturelle à un changement qui s'impose dans sa vie. 2. Le trouble ou la maladie. Il s'agit alors d'explorer avec le patient ses représentations et ses valeurs, et de montrer que ce qui compte vraiment pour lui dans sa vie est pris en compte, sans jugement, par le médecin. Une expression émotionnelle calme et sereine du clinicien devant une résistance est également indispensable. Le médecin devra transmettre au patient le sentiment qu'il ne sera pas jugé et qu'aucune décision ne lui sera imposée sans que cela ne fasse sens pour lui dans son propre système de représentation. 2.2.3 Insister sur le sentiment de liberté. 2. Motiver le patient. Un élément important pour chaque interlocuteur est le sentiment de liberté. Faire appel à la liberté du patient ne doit pas être un moyen pour le médecin d'abandonner toute possibilité de changement avec le patient. Donc un élément important pour chaque interlocuteur est le sentiment de liberté. Faire appel à la liberté du patient ne doit pas être un moyen pour le médecin d'abandonner toute possibilité de changement avec le patient. En effet, il est possible, lors d'entretiens motivationnels, d'aider un patient à identifier ses difficultés, à quitter un comportement problème. Entre guillemets, à quitter un comportement problème. Afin de l'amener à être plus motivé pour amorcer le changement, tout en lui permettant de conserver un sentiment de liberté, en validant ses ressentis et ses pensées. D'abord, appliquer aux conduites addictives. Cette technique d'entretien peut s'appliquer à tout type de comportement problème. L'entretien motivationnel est un style d'entretien participatif permettant de renforcer la motivation propre d'une personne et son engagement vers le changement. Il ne s'agit pas de convaincre le patient à changer, entre parenthèses, en essayant d'induire une motivation extrinsèque par une argumentation du thérapeute, mais d'explorer avec lui les avantages et les inconvénients du comportement problème et du comportement de santé alternatif. Dans cette situation, le patient est initialement dans une situation d'ambivalence entre rester dans le comportement problème actuel, qui peut sembler présenter plus d'avantages que d'inconvénients, et changer pour un nouveau comportement qui peut lui initialement sembler présenter moins d'avantages que d'inconvénients. L'exploration empathique et sans jugement des représentations et des capacités du patient lui permettra de développer une motivation intrinsèque afin de sortir de l'ambivalence et de prendre la détermination de changer de comportement. Le comportement problème lui semblant, au cours de l'entretien motivationnel, présenter moins d'avantages. Alors, l'exploration empathique et sans jugement des représentations et des capacités du patient lui permettra de développer une motivation intrinsèque, afin de sortir de l'ambivalence
et de prendre la détermination de changer de comportement. 2 points. Le comportement problème lui semblant, au cours de l'entretien motivationnel, présentant moins d'avantages et plus d'inconvénients que le nouveau comportement de santé, et la mise en place d'un changement efficace lui semblant alors devenu possible. Le patient pourra alors mettre en œuvre librement le nouveau comportement, et il s'agira alors de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle de celui-ci et la confiance qu'il a dans la possibilité de maintenir ce comportement. En cas de retour en arrière sur le comportement problème, il s'agira de ne pas induire un sentiment d'échec et d'inefficacité chez le patient, mais de reprendre l'entretien motivationnel, les raisons ayant conduit à l'arrêt du changement et les nouvelles stratégies qu'il pourrait mettre en œuvre pour essayer à nouveau de changer de comportement. Il faut retenir que la motivation au changement n'est pas un trait de caractère du patient immuable. Il faut retenir que la motivation au changement n'est pas un trait de caractère du patient immuable, mais un état qui fluctue en fonction des représentations et du sentiment d'efficacité du patient, et de la qualité de l'entretien participatif. Alors là, on a un grand plus, le processus d'empathie. Le processus d'empathie comprend 5 étapes. Alors, premièrement, expression d'une pensée ou émotion par le patient. Deuxièmement, reconnaissance de cette pensée ou émotion par le médecin. Troisièmement, expression de la reconnaissance de cette pensée ou émotion par le médecin. Quatrièmement, réception de la reconnaissance par le patient. Et cinquièmement, réaction en retour par le patient. Donc nous allons commencer par le point 1, expression d'une pensée ou émotion par le patient. La première étape du processus d'empathie est l'expression d'une pensée, c'est-à-dire d'une représentation, ou d'une émotion par le patient. Cette expression peut être rendue difficile chez les patients souffrant de troubles psychiatriques du fait des symptômes et signes cliniques du syndrome psychiatrique lui-même, de la situation de personnes souffrant d'un trouble psychiatrique, situation stigmatisée, associée à des représentations négatives et de l'anxiété. Deuxièmement, reconnaissance de cette pensée ou émotion par le médecin. La seconde étape du processus d'empathie est la reconnaissance par le médecin de la pensée ou de l'émotion exprimée par le patient. Cette reconnaissance s'accompagne d'une compréhension des représentations et de la vision du monde du patient. Donc la seconde étape du processus d'empathie est la reconnaissance par le médecin de la pensée ou de l'émotion exprimée par le patient. Cette reconnaissance s'accompagne d'une compréhension des représentations et de la vision du monde du patient. Troisièmement, expression de la reconnaissance de cette pensée ou émotion par le médecin. La troisième étape du processus d'empathie est l'expression par le médecin de la reconnaissance et la compréhension de la pensée ou émotion exprimée par le patient. Cette expression demande de l'expérience et de la justesse. Donc la troisième étape du processus d'empathie est l'expression par le médecin de la reconnaissance et la compréhension de la pensée ou émotion exprimée par le patient. Cette expression demande de l'expérience et de la justesse. Quatrièmement, réception de la reconnaissance par le patient. La quatrième étape du processus d'empathie est la réception par le patient de la reconnaissance et la compréhension par le médecin de la pensée ou émotion. Cette phase de réception est influencée, comme la phase d'expression, par les symptômes et signes cliniques du syndrome psychiatrique lui-même et par la situation de personnes souffrant d'un trouble psychiatrique. Et enfin, cinquièmement, réaction en retour par le patient. Un processus empathique efficace permet au patient, donc un processus empathique efficace, permet au patient d'exprimer avec plus de détails son vécu. L'augmentation de la production verbale ainsi que la diminution de l'anxiété évaluée sur des signes non verbaux seront donc des indicateurs de processus d'empathie réussi. Donc on a la boucle
expression d'une pensée ou émotion par le patient, reconnaissance de cette pensée ou émotion, transmission de cette reconnaissance, réception de cette connaissance, et ce médecin me semble comprendre, et il y a donc réaction en retour. Donc le patient exprime une pensée ou une émotion. Deuxièmement, reconnaissance de cette pensée ou émotion. Donc le patient se sent reconnu dans sa pensée ou ses émotions. C'est la transmission de cette reconnaissance par le médecin. Réception de cette connaissance, et le patient pense que ce médecin semble le comprendre et il fait une réaction en retour. Donc je reprends. Le patient exprime une pensée ou une émotion. Chez le médecin, il y a reconnaissance de cette pensée ou émotion et il transmet cette connaissance consécutive à la reconnaissance de la pensée ou et des émotions du patient. Après qu'il ait transmis cette connaissance consécutive à la reconnaissance de la pensée et des émotions du patient, il y a réception de cette connaissance par le patient qui se dit que ce médecin semble le comprendre et le patient fait alors une réaction en retour. Et il peut à nouveau exprimer une pensée ou une émotion qui sera à nouveau reconnue et cette connaissance sera à nouveau transmise au patient, etc. Donc voilà la boucle. Grand 3, la position du patient. 3.1, les représentations du savoir profane. Suivant le point de vue du patient, une maladie n'est pas simplement une pathologie organique sous-jacente. La maladie vient faire irruption dans sa santé. Selon la définition de l'OMS de 1946, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas simplement l'absence de maladie ou de handicap. Mais la définition révisée de 1984 avance que la santé est l'ensemble des ressources sociales, personnelles et physiques permettant à l'individu de réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins. Cette définition est en lien deux points, d'une part avec une conception biopsychosociale de la maladie, mais également avec le concept de transaction défini par la psychologie de la santé. La maladie est en effet une rupture d'équilibre dans un ensemble biologique, psychologique et social. Et la prise en charge va consister à redonner au patient l'ensemble des ressources nécessaires pour réaliser ses aspirations et satisfaire à nouveau ses besoins. Pour cela, il est essentiel que le médecin tienne compte deux points. Des représentations du patient concernant sa santé et la maladie, entre parenthèses théorie profane, qui déterminent les comportements que le patient peut mettre en place, et des processus de transaction que le patient met en place face à la maladie. Les représentations concernant la maladie peuvent concerner deux points, les causes, entre parenthèses, à quoi est due ma maladie, le sens de celle-ci, pourquoi cette maladie chez moi, dans mon histoire personnelle. Les représentations de la santé et de la maladie sont parfois peu superposables aux représentations médicales officielles, entre parenthèses théorie savante, et sont dépendantes de multiples facteurs liés à la personne malade entre guillemets. Deux points, la culture, le milieu social, la personnalité, l'histoire personnelle. Les processus de transaction sont les efforts cognitifs, émotionnels et comportementaux déployés par un individu pour s'ajuster aux situations de stress, comme l'est la maladie. Il détermine les stratégies d'ajustement que le patient peut mettre en place pour s'adapter à la maladie, également appelées compétences d'adaptation du patient. 3.2. Les processus de transaction. L'effet sur les réponses d'un individu d'une situation de stress comme la maladie se déroule de façon séquentielle, selon deux phases. Une phase d'évaluation, alors cette phase d'évaluation peut être primaire ou secondaire,
et élaboration d'une ou plusieurs stratégies d'ajustement, entre parenthèses, ou coping. 3.2.1 Phase d'évaluation. Il existe 2 phases d'évaluation. Alors la première phase, encore appelée évaluation primaire, correspond au stress perçu par le sujet dans la situation de stress. Le stress perçu se révèle plus prédictif de l'état de santé ultérieur du patient qu'une mesure objective de la situation de stress. La deuxième phase d'évaluation, ou évaluation secondaire, correspond au « contrôle perçu » et au « soutien social perçu par le sujet pour faire face à la situation de stress ». Donc la deuxième phase d'évaluation, ou évaluation secondaire, correspond au contrôle perçu et au soutien social perçu par le sujet pour faire face à la situation de stress. Le contrôle perçu correspond à l'inventaire de ses ressources personnelles et de sa capacité à contrôler la situation, et le soutien social perçu correspond à l'inventaire des aides, protections et valorisation relationnelle et sociale disponibles pour lui. Un contrôle perçu et un soutien social perçu sont des prédicteurs positifs de l'état de santé ultérieur en réduisant l'impact des événements de vie stressants et en facilitant l'adoption de changements de style de vie nécessaires dans la prise en charge de la maladie. Un sentiment de perte de contrôle ou d'absence de soutien social s'avère donc délétère. Ces phases d'évaluation sont influencées par des facteurs biopsychosociaux et par la théorie profane du patient. Parmi les facteurs déterminants, on retrouve que les individus possédant certains traits de personnalité associés à une réactivité psychophysiologique ou au stress et aux émotions importantes présenteront plutôt un stress perçu élevé. Les individus possédant certains traits de personnalité associés à la croyance générale que les événements de vie dépendent de facteurs externes non maîtrisables, entre parenthèses, on parle de lieux de contrôle externe, présenteront plutôt un contrôle perçu faible, alors qu'à l'inverse, les individus possédant certains traits associés à la croyance généralisée que les événements de vie dépendent de facteurs internes en lien avec des aptitudes personnelles, entre parenthèses, lieux de contrôle interne, présenteront plutôt un contrôle perçu fort. Enfin, un isolement social ou des relations familiales, professionnelles et sociales peu soutenantes seront plutôt reliés à un soutien social perçu faible. 3.2.2 Phase d'ajustement. La phase d'ajustement et de coping est l'ensemble des processus transactionnels qu'un individu interpose entre lui et la situation stressante afin de réduire son impact. Elle est déterminée notamment par la phase d'évaluation précédente. Si le patient pense qu'il peut changer quelque chose à sa situation de maladie, il adoptera des stratégies centrées sur le problème. Si le patient pense qu'il ne peut pas grand-chose face à sa situation de maladie, il adoptera des stratégies tendant à se modifier lui-même afin de supporter la situation. Stratégie centrée sur l'émotion. Donc, on a les ressources personnelles, les ressources sociales. La perception et l'évaluation des événements de vie, évaluation primaire, évaluation secondaire. Et en fonction de ça, on a les stratégies de coping. Et ces stratégies de coping vont donner lieu à des issues psychologiques et somatiques. Lesquelles issues psychologiques et somatiques vont avoir un feedback sur les stratégies de coping et un feedback sur la perception et l'évaluation des événements de vie. C'est la figure 2, les processus de transaction, schéma adapté de Bruchon-Schweitzer et Bouju. Et ça renvoie aux références pour approfondir. Grand 4, les applications. Quelle que soit la situation, l'information transmise doit être loyale, claire, appropriée, adaptée à la situation et comprise par le patient. Le patient peut souhaiter que ses proches soient présents
lors de la transmission d'informations et cela doit être accepté. Chez les enfants, l'information est transmise aux parents, mais également à l'enfant. Chez les adolescents en particulier, il ne faut pas oublier de proposer un moment d'échange seul sans les parents. Donc chez les enfants, l'information est transmise aux parents, mais également à l'enfant. Chez les adolescents en particulier, il ne faut pas oublier de proposer un moment d'échange seul, sans les parents. 4.1 L'annonce d'une maladie grave ou sévère. Donc l'annonce d'une maladie grave ou sévère. Donc l'annonce d'une maladie grave, c'est-à-dire entraînant un risque vital à court terme, ou d'une maladie sévère, c'est-à-dire altérant la qualité de vie du patient du fait de la rapidité d'évolution, du risque de rechute et ou de récidive grave, et du retentissement fonctionnel de la maladie, ne s'improvise pas. Alors, l'annonce d'une maladie sévère, c'est-à-dire altérant la qualité de vie du patient du fait de la rapidité d'évolution, du risque de rechute et ou de récidive grave, du retentissement fonctionnel de cette maladie, ne s'improvise pas. Donc c'est l'annonce qui ne s'improvise pas. Elle nécessite une succession d'étapes qui peuvent être schématisées de la façon suivante. Premièrement, il faut choisir un lieu d'information calme, connu du patient, où le médecin prendra le temps, dans le cadre d'une relation personnalisée avec le patient, mais également avec les proches, si le patient le souhaite. Deuxièmement, il faut se demander ce que sait déjà le patient de sa situation. Que sait le patient déjà de sa situation. Troisièmement, il faut essayer de savoir ce que veut savoir le patient. Quatrièmement, il faut communiquer les informations au patient et à l'entourage si le patient le souhaite. Les étapes de la démarche médicale peuvent être utilisées afin de rendre manifeste au patient les représentations et valeurs sur lesquelles les décisions du médecin ont été, sont ou pourraient être prises. 2 points. Partir du tableau clinique et des symptômes et signes que le patient et le médecin ont repérés et reconnus ensemble. Expliquer les examens complémentaires réalisés, leur place dans le cheminement diagnostique, ce qui était recherché et ce qui a été obtenu. Informer sur le diagnostic réalisé et sur le fait qu'un nom a été donné aux symptômes et signes à l'origine de la demande médicale. Donner des noms alternatifs que le patient puisse comprendre peut s'avérer utile. Enfin, rassurer sur le fait qu'il s'agit d'une maladie commune. Évoquer les facteurs causaux et les mécanismes étiologiques d'une manière compréhensible. Informer sur la prise en charge et l'urgence éventuelle, sur son utilité, les risques fréquents, les alternatives et les conséquences en cas de refus. Expliquer le pronostic et les notions de probabilité. Soutenir le patient et les proches. Cinquièmement, il faut laisser le temps au patient de comprendre ce qui a été transmis, de réagir émotionnellement et de poser les questions qu'il souhaite en fonction de ses propres représentations ou valeurs qu'il s'agira de respecter. Enfin, il faut proposer un suivi et une prochaine date de rencontre. 4.2 La prise en charge d'une maladie chronique. 2. L'éducation thérapeutique. Donc 4.2 La prise en charge d'une maladie chronique. 2. L'éducation thérapeutique. La prise en charge de la maladie chronique implique une stratégie d'éducation thérapeutique du patient, entre parenthèses ETP, éducation thérapeutique du patient. Il s'agit d'un processus continu, intégré dans les soins et centré sur le patient plutôt que sur la maladie. Il comprend des activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'accompagnement psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins plus généraux, les hospitalisations, les autres institutions de soins concernées et les comportements de santé du patient. Il vise à aider le patient et ses proches à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants dans une relation de type participative, à vivre le plus sainement possible tout en maintenant ou améliorant la qualité de vie. L'éducation thérapeutique doit rendre le patient
capable d'acquérir et de maintenir des stratégies nécessaires pour gérer de manière optimale sa vie avec la maladie, dans la perspective de la définition de la santé de l'OMS de 1984. Donc l'éducation thérapeutique doit rendre le patient capable d'acquérir et de maintenir des stratégies nécessaires pour gérer de manière optimale sa vie avec la maladie, dans la perspective de l'OMS. Comme pour l'annonce d'une maladie, l'éducation thérapeutique ne s'improvise pas. Elle nécessite une succession d'étapes qui peuvent être schématisées de la façon suivante. Premièrement, un diagnostic éducatif doit être réalisé avec le patient, afin de savoir 2 points. Ce qu'il a, c'est-à-dire la dimension biomédicale, ce qu'il sait, ce que sont ses représentations, c'est-à-dire sa dimension cognitive, ce qu'il ressent, ses réactions au stress, c'est-à-dire sa dimension affective, ce qu'il fait, comment il est entouré, c'est la dimension socio-professionnelle. Et enfin, ce qu'il projette de faire, c'est-à-dire la dimension de l'avenir. Deuxièmement, et en fonction du diagnostic éducatif, un contrat d'objectifs peut être réalisé avec le patient afin de déterminer les compétences qui doivent être acquises suivant les différentes dimensions ciblées de l'étape suivante. Troisièmement, des activités éducatives structurées sont mises en place. Ces activités permettent de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs thérapeutiques fixés de manière collaborative entre le soignant et le patient. Enfin, il faut évaluer les effets de l'éducation thérapeutique pour connaître ce qu'il est nécessaire de changer chez le patient, si ces changements correspondent à ses attentes et si une modification du contrat d'objectifs est à réaliser. Tout au long de cette démarche, le médecin doit être attentif aux mouvements affectifs qui peuvent influencer la relation médecin-malade et éviter toute contre-attitude du médecin, en particulier dans les situations où son savoir et pouvoir médical ne seraient pas suffisamment efficaces ou reconnus par le patient. En résumé, une maladie est identifiée par le médecin suivant une théorie savante correspondant au savoir biomédical. Bien qu'efficace, cette théorie ne représente qu'incomplètement ce que les patients vivent, pensent et ressentent quand ils ont une maladie. Le savoir biomédical se confronte en effet à une théorie profane des maladies et de la santé qui influence le comportement des patients, ses actions possibles et leurs relations avec les médecins. Le médecin doit tenir compte, pour l'annonce d'une maladie grave ou pour la prise en charge d'une maladie chronique, à la fois 2 points de ses propres représentations et émotions concernant la maladie, c'est-à-dire sa théorie savante, et des représentations et des valeurs du patient, c'est-à-dire la théorie profane du patient, et des émotions du patient au cours des entretiens. Et nous avons des références pour approfondir le sujet: Psychologie de la santé, concepts, méthodes et modèles, l'alliance thérapeutique, conduites addictives et processus de changement, manuel de sciences humaines en médecine, l'entretien motivationnel, aider la personne à engager le changement, et la conduite de l'entretien psychiatrique, l'art de la compréhension. Fin de la lecture de l'item 1, l'item 01, la relation médecin-malade, de l'ECN, donc des épreuves classantes nationales, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.